Le 16 juillet 1945, Gadget débarque au centre de bombardement et d'artillerie d'Alamogordo, au Nouveau-Mexique. La bombe au plutonium est placée sur une tour d'acier de 30 mètres de haut. Et à 5h30 du matin, Gadget explose, sans que personne sur le site ne sache exactement ce qui allait se passer par la suite. Le premier essai au monde de la technologie des armes nucléaires du projet Manhattan fut un véritable spectacle. La structure métallique de la tour a été vaporisée, le sable du site d'essai a fondu et s'est transformé en verre, et l'explosion a produit l'équivalent de 21 kilotonnes de TNT, soit 70 fois plus que ce qu'avait prévu Robert Oppenheimer. Mais est-ce que ça a arrêté les scientifiques ? Pas du tout. L'essai de la Trinity a marqué le début d'une époque des plus agitées de l'histoire de la planète. De nombreuses autres explosions nucléaires allaient encore ébranler la Terre. Les dirigeants américains étaient convaincus que l'Union soviétique ne mettrait pas au point sa propre bombe atomique de sitôt. Juste après avoir testé Gadget, ainsi que les tristement célèbres Fat Man et Little Boy, l'Amérique est passée à une seconde série d'essais. Le 25 juillet 1946, ils ont fait exploser la bombe Baker, de 23 kilotonnes, à près de 25 mètres sous l'eau, sur l'atoll de Bikini. L'objectif des militaires était de tester le pouvoir destructeur des armes nucléaires sur les navires. Ils ont atteint leur objectif. Tous les navires qu'ils ont utilisés comme cible ont été exposés aux radiations. C'est la première fois qu'une explosion nucléaire provoque une contamination radioactive immédiate et intense. Le chimique Glenn Seaborg a même qualifié Baker de première catastrophe nucléaire au monde. Mais cette catastrophe a-t-elle permis à l'humanité de prendre conscience de la situation ? Loin de là. Plutôt que d'abandonner les armes atomiques, ils ont continué à les perfectionner. Ils sont passés du plutonium, dont l'utilisation était complexe à cause de la chaleur élevée qu'il dégageait lors de la construction de la bombe, à de l'uranium fortement enrichi. Ce changement a abouti à l'explosion de la bombe à rayon X de 37 kilotonnes sur l'île d'Engedi le 15 avril 1948. Et 2 semaines plus tard, l'île d'Aomon a failli disparaître après l'explosion de la bombe Youk de 49 kilotonnes. Youpi, un nouveau record. Ces bombes surpassent de loin la puissance de la première, Gadget, et ont été rapidement adoptées par les militaires. L'arsenal nucléaire américain a progressé de 75%, donnant au pays le sentiment qu'il était sur le point de dominer le monde. Mais les dirigeants américains ont eu une mauvaise surprise. Grâce aux espions atomiques, l'Union soviétique a pu mettre la main sur des informations vitales concernant la technologie des armes nucléaires. Les physiciens ont réalisé un travail incroyable sur une période incroyablement courte. C'est ainsi que le 29 août 1949, soit 4 ans à peine après les essais sur Gadget, un nuage en forme de champignon s'est élevé au-dessus du site d'essai de Semipalatinsk, marquant l'explosion de la bombe soviétique RDS-1. Même si les essais étaient top secrets, les Américains ont tout de même documenté l'explosion, révélant ainsi que les 2 grandes puissances disposaient désormais d'armes atomiques. Mais au lieu de déboucher ainsi sur une cohabitation équilibrée et pacifique, ces essais ont déclenché une course à l'armement. La compétition entre l'URSS et les États-Unis pour la suprématie nucléaire prend alors tout son sens. Leur plan est clair, rendre encore plus puissante l'arme la plus destructrice de l'histoire. Sans tarder, l'Amérique a commencé à développer des bombes basées sur la fusion thermonucléaire. Ces bombes puisent leur immense force destructrice dans l'énergie générée par la fusion des noyaux atomiques, et non par leur division. En théorie, ces armes pourraient avoir une puissance quasi illimitée, ce que confirmeront d'ailleurs des tests réalisés ultérieurement.
Le 20 avril 1951, la bombe Easy explose dans les zones d'essai du Pacifique. Regardez un peu ce qu'elle a fait aux bâtiments, usines et bunkers. Toutefois, ils ne se sont pas arrêtés là. Et un mois plus tard, ils ont testé la bombe Item de 45,5 kilotonnes sur ce même site. Sans pour autant battre un record, ils ont presque doublé la production d'énergie grâce à un système à hydrogène. Cependant, ces gars-là n'étaient même pas impressionnés. C'est pas un cinéma en 3D, hein. Mais Easy et Item n'étaient qu'un simple échauffement avant que la véritable bête ne fasse son apparition. On aurait pu les comparer à de simples confettis face à un véritable canon. Une simple farce innocente face à l'incarnation du mal absolu. Et voilà. Après cette explosion, le champignon atomique a atteint la hauteur stupéfiante de 37 km, soit plus de 4 fois la hauteur du mont Everest. Le champignon atomique avait par ailleurs un diamètre stupéfiant de 160 km. Quant aux fragments de corail radioactifs, ils ont été dispersés sur une distance de 50 km. Enfin, l'île d'Elugelab, où la bombe a explosé, a tout simplement disparu, laissant derrière elle un cratère d'une largeur de 2,5 km et de 2 km de profondeur. Le 1er novembre 1952 a eu lieu le premier essai de bombe à hydrogène, connu sous le nom d'Ivy Mike. On estime qu'elle avait une puissance d'environ 10,5 mégatonnes, soit l'équivalent à 500 explosions de la bombe Gadget en une seule fois. Cet événement a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Cependant, les États-Unis ont été surpris par la réaction incroyablement rapide qui a suivi. 8 mois seulement après Ivy Mike, le 12 août 1953, l'URSS fait exploser sa bombe thermonucléaire, RDS-6S, sur le site d'essai de Semipalatinsk. Oui, elle ne produisait que 400 kilotonnes. Et selon des critères extérieurs, il ne s'agissait pas exactement d'une bombe à hydrogène, mais d'une bombe atomique renforcée par des éléments thermonucléaires. Mais voilà, Ivy Mike avait un inconvénient majeur, elle pesait 82 tonnes, soit la taille d'une maison de 3 étages, alors que RDS-6S pouvait être embarqué dans un bombardier militaire. Bref, personne ne parvient à s'imposer, et la course continua, avec notamment l'arrivée d'un nouveau concurrent. La Grande-Bretagne développait un programme nucléaire depuis 1940, mais les progrès étaient lents pour un tas de raisons. Alors que les États-Unis et l'URSS avaient déjà testé des bombes à hydrogène, les Britanniques avaient enfin créé une bombe atomique. Il a été convenu de la tester le 3 octobre 1952, sur les îles appartenant à l'Australie. La Grande-Bretagne est d'ailleurs devenue la seule puissance nucléaire à n'avoir procédé à aucune explosion atomique sur son territoire. La bombe fut placée à bord d'une frégate et... On voit bien à quel point la Grande-Bretagne était en retard dans la course à ce moment-là, pas vrai? Une fois que les autres pays avaient fait exploser des bombes de 10 mégatonnes, les 25 kilotonnes ne paraissaient pas vraiment remarquables. Mais elles laissaient tout de même un cratère impressionnant de 0,3 km de large et de 6 mètres de profondeur au fond de l'océan. C'est ce qui a servi de référence à la bombe en série du Blue Danube, et la course folle s'est officiellement élargie à 3 rivaux. Pendant ce temps, les leaders faisaient sérieusement grimper les enchères. Les États-Unis étaient très inquiets. Non pas tant de la bombe britannique de 25 kilotonnes, mais plutôt du fait que l'URSS possédait des armes thermonucléaires potentiellement capables d'atteindre les États-Unis.
Les Américains ont donc intensifié leurs essais de bombes à hydrogène. Leurs efforts furent récompensés le 1er mars 1954 par le fameux essai de Castle Bravo, effectué sur l'atoll de Bikini, dont on estimait la puissance explosive à 6 mégatonnes. Cependant, les calculs avaient négligé le fait que l'un des isotopes du lithium pouvait également déclencher une réaction. Et c'est ce qui arriva. L'explosion a dépassé toutes les attentes. Elle fut 2,5 fois plus puissante que prévu et dépassa le seuil colossal de 15 mégatonnes. C'est comme si on avait fait exploser 715 bombes gadgets sur cet atoll en une seule fois. Un énorme champignon atomique jaillit telle une colonne de 7 km, s'élevant à une distance incroyable de 40 km dans le ciel. Un entonnoir colossal de 9,5 km de large se forma dans l'atoll et se remplit d'eau. Oh, et petit détail sympa, certains pensent même que Bikini Bottom serait ce même entonnoir. Avec 67 essais nucléaires sur l'atoll de Bikini, je ne serais pas surpris de voir des éponges, des étoiles de mer et des pieuvres parlantes apparaître là-bas. Une seule explosion de Castle Bravo aurait peut-être pu suffire, car les conséquences ont été tout à fait terribles. À plus de 193 km du site d'essai, les niveaux de radiation atteignaient 1000 Röntgen par heure, alors que la dose létale pour l'homme n'était que de 600. Dans le monde entier, les gens s'affolaient face à cette puissance démesurée et à la contamination par les radiations. Mais cela a-t-il pour autant mis fin à cette course effrénée ? Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Bien sûr que non. Les États-Unis ne semblaient pas trop inquiets et quelques mois plus tard, ils ont fait exploser une autre bombe énorme, connue sous le nom de Yankee Bomb, sur l'atoll de Bikini. Elle était moins puissante d'1,5 mégatonne. Environ un an plus tard, ils se sont installés sur le site d'essai du Nevada et ont procédé à une série de 14 explosions dans le cadre de l'opération Teapot. L'une de ces explosions avait pour but d'évaluer la résistance des bâtiments construits avec différents matériaux et de tester la capacité de survie d'une ville en cas d'attaque nucléaire. Disons que les résultats n'ont pas été très satisfaisants. À la mi-1955, les États-Unis s'attendaient à ce que l'URSS passe à l'action. Les Soviétiques ont réagi rapidement aux 14 explosions américaines en procédant à une seule détonation, potentiellement beaucoup plus périlleuse. Juste avant l'essai, il y eut une urgence. Alors que l'avion transportant la bombe à hydrogène avait atteint l'altitude requise, d'épais nuages recouvrirent le ciel du site d'essai, rendant impossible le largage de la bombe. Personne n'avait jamais tenté de faire atterrir un avion avec des armes nucléaires auparavant. Et ils ont donc tardé à prendre une décision. Alors que le carburant commençait à manquer, ils autorisèrent finalement le pilote à atterrir. Heureusement, l'atterrissage se fit en douceur et en toute sécurité. Le lendemain, ils testèrent la première bombe thermonucléaire soviétique à 2 niveaux, la RDS-37. Avec une puissance de 1,6 mégatonnes, ce fut la première fois dans l'histoire qu'une bombe d'une puissance supérieure à 1 mégatonne fut larguée, et non pas détonnée à même le sol. Voilà qui constituait un nouveau challenge. Mais 3 ans plus tard, l'opération américaine Hardtack répondit à celle-ci. Les militaires mirent le paquet, et d'avril à août 1958, ils firent exploser pas moins de 35 bombes sur les terrains d'essai du Pacifique. Est-ce qu'on leur a dit qu'il ne s'agissait pas de feux d'artifice de la Thanksgiving ? Il y a eu moins d'essais de bombes atomiques dans le Pacifique depuis l'invention des armes atomiques que pendant cette opération. On pense que cette salve a fait sortir la France de sa torpeur, car peu de temps après, un nouveau pays rejoint le club des puissances nucléaires. En juillet 1958, De Gaulle déclare au secrétaire d'État américain John Dulles « Nous sommes loin derrière vous, mais une chose est sûre, nous aurons l'arme atomique ». Et il disait vrai. 3 ans plus tôt, le programme nucléaire français avait enfin reçu le budget nécessaire. Le 13 février 1960, tout était prêt pour l'opération connue sous le nom de code Gerboise bleue. La France fit alors exploser sa bombe atomique de 70 kilotonnes dans le Sahara.
Avec 4 nations disposant déjà de leur propre arsenal nucléaire, n'était-il pas temps de mettre un terme à cette rivalité ? Eh bien, comme le veut le destin, c'est précisément ce qui s'est produit un an plus tard, juste avant que les enjeux ne deviennent plus importants que jamais. En 1961, au cours d'une conversation avec un politicien américain, Nikita Khrouchtchev révéla que l'Union soviétique construisait une bombe à hydrogène surpuissante. Le New York Times s'empara de cette information et la publia le 8 septembre. Puis le 17 octobre, Khrouchtchev annonça officiellement que des essais étaient en cours de préparation. Le 30 octobre, un bombardier Tu-95B spécialement conçu à cet effet décolla en direction de l'archipel de Novaya Zemlya, dans l'océan Arctique. 2 heures et 3 minutes plus tard, il largua la bombe AN-602. Une explosion comme le monde n'en avait jamais vu. Et on espère qu'il en sera toujours ainsi. La puissance explosive de la Tsar Bomba était de 58,6 mégatonnes. Pour remettre les choses en perspective, le champignon atomique atteint une hauteur stupéfiante de 67,5 km, soit l'équivalent de 7,5 monts Everest superposés. L'onde de choc fit 3 fois le tour de la Terre, brisant des vitres jusqu'à 780 km de l'épicentre. L'éclair fut si intense que les habitants de la Norvège et de l'Alaska, situés à près de 1000 km de l'épicentre, purent l'apercevoir. Au départ, il était prévu de pousser la puissance de cette bombe à 100 mégatonnes, et certains scientifiques ont même évoqué l'idée d'une gigatonne. Mais heureusement, ils eurent la sagesse de ne pas tester les limites de la planète. Les États-Unis ont évité toute escalade et signèrent à Moscou, en 1963, le traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, même si quelques explosions se produisirent encore par la suite. Un an après la signature du traité par la plupart des pays du monde, la Chine a choisi de rejoindre le club des puissances nucléaires en testant une bombe de 22 kilotonnes. Et après 10 longues années, l'Inde rejoint le club. Une bombe de 12 kilotonnes portant le nom ironique de sourire de Bouddha explosa sur le site d'essai de Pokhran. Toutefois, la décision de ne pas procéder à des essais d'armes nucléaires n'a pas du tout interrompu leur production. Que constate-t-on aujourd'hui ? Un monde rempli à ras-bord des armes les plus destructrices de l'histoire. Il suffit de regarder l'échelle. La France possède environ 300 ogives. La Chine plus de 400. Les États-Unis plus de 5000. Et la Russie près de 6000. Au total, cela représente plus de 12 500 charges nucléaires. Et rappelons qu'il ne s'agit là que du décompte officiel. Il s'agit d'une puissance de feu suffisante pour détruire plusieurs fois la planète entière. Il est donc bon de savoir à quoi nous avons réellement affaire. Jetons un coup d'œil à l'armement américain. Il dispose de 2 missiles balistiques intercontinentaux dans leur arsenal. Le LGM-30G Minuteman III. Il s'agit d'une fusée à 3 étages de près de 18 mètres de long, pouvant atteindre une vitesse de 24 000 km/h et projeter une charge de 300 kilotonnes à 8 000 km de distance, c'est-à-dire n'importe où sur la planète. Mais contrairement à la fusée russe Topol, elle n'a pas de porte-fusée et ne peut être lancée qu'à partir d'un bunker. Le UGM-133A Trident II. Ce missile à 3 étages, dont la portée maximale est de 11 265,38 km, est conçu pour être lancé à partir de sous-marins porte-missiles à propulsion nucléaire. L'une de ses principales caractéristiques est la présence d'ogives à ciblage indépendant. Cela signifie qu'un missile peut atteindre plusieurs cibles à la fois, avec un taux de réussite de 95%. Ce missile peut recevoir jusqu'à 8 ogives thermonucléaires d'une puissance de 475 kilotonnes, ou jusqu'à 14 ogives d'une puissance de 100 kilotonnes. Sa portée à charge maximale reste impressionnante, puisqu'elle est de 7900 km. En raison de sa forte précision, le Trident est capable d'atteindre de petites cibles hautement protégées, telles que les silos utilisés pour le lancement du Minuteman III.
En moins de 80 ans, l'humanité est passée de la gadget à des missiles capables de faire le tour du monde et de frapper plusieurs cibles d'une puissante explosion thermonucléaire. Difficile de savoir si la libération de cette force en valait la peine. Peut-être que sans elle, nous ne disposerions pas de l'énergie nucléaire et de la médecine. Mais une chose est sûre, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'arme la plus dangereuse au monde ne soit jamais utilisée pour détruire l'humanité.